Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc à la lettre numéro 11 destinée à Madame de Grignan. À Paris, ce mercredi 6 mai 1671. Je vous prie, ma bonne, ne donnons point désormais à l'absence le mérite d'avoir remis entre nous une parfaite intelligence et de mon côté la persuasion de votre tendresse pour moi. Quant à le répart à cette dernière chose, puisqu'elle l'a établie pour jamais, regrettons un temps où je vous voyais tous les jours, vous qui êtes le charme de ma vie et de mes yeux. Où je vous entendais, vous dont l'esprit touche mon goût plus que tout ce qui m'a jamais plu. N'allons point faire une séparation de votre aimable vue et de votre amitié. Il y aurait trop de cruauté à séparer ces deux choses. Et quoi que M. de Grignan dise, je veux plutôt croire que le temps est venu que ces deux choses marcheront ensemble, que j'aurai le plaisir de vous voir sans mélange, d'aucun nuage, et que je réparerai toutes les injustices passées, puisque vous voulez les nommer ainsi. Après tout, combien de bons moments que je ne suis pas assez regrettée, et que je regrette aussi avec des larmes et des tendresses qui ne peuvent jamais finir. Ce discours même n'est pas bon pour mes yeux, qui sont d'une faiblesse étrange, et je me sens dans une disposition qui m'oblige à finir cet endroit. Il faut pourtant que je vous dise encore que je regarde le temps où je vous verrai comme le seul que je désire à présent et qui peut m'être agréable dans la vie. Dans cette pensée, vous devrez croire que pour mon intérêt et pour diminuer toutes mes inquiétudes, qui vont être augmentées jusqu'à devenir insupportables, je ne trouvai aucun trajet qui ne fût court. Mais j'ai de grandes conversations avec d'Acqueville. Nous voyons ensemble d'autres intérêts. Et le mien le cède à cela. Il est témoin de tous mes sentiments. Il voit mon cœur sur votre sujet. C'est lui qui se charge de vous les faire entendre, et de vous mander ce que nous résolvons. Dans cette vue, c'est lui qui veut que j'avale toute l'amertume d'être loin de vous, plutôt que de ne pas faire un voyage qui vous soit utile. Je cède à toutes ces raisons, et je crois ne pouvoir m'égarer avec un si bon guide. Parlons de votre santé. Est-il possible que le carrosse ne vous fasse point de mal? Du moins, ma bonne, n'y allez point longtemps de suite. Reposez-vous souvent. Je vis hier Madame de Guise. Elle me chargea de vous faire 1000 amitiés et de vous dire comme elle a été 3 jours à l'extrémité. Madame Robinet, n'y voyant plus goutte, et tout cela pour s'être agitée, sur la foi de sa première couche, sans se donner aucun repos. L'agitation continuelle qui ne donne pas le temps à un enfant de se pouvoir remettre à sa place quand il a été ébranlé, fait une couche avancée qui est très souvent mortelle. Je lui promis de vous donner toutes ces instructions pour vous quand vous en auriez besoin, et de vous dire tous les repentirs qu'elle avait d'avoir perdu l'âme et le corps de son enfant. Je m'acquitte exactement de cette commission, dans l'espérance qu'elle vous sera utile. Je vous conjure, ma bonne, d'avoir un soin extrême de votre santé. Vous n'avez que cela à faire. Votre monsieur, qui dépeint mon esprit juste et carré, composé, étudié, l'a très bien deviné. Comme disait cette diablesse, j'ai fort ri de ce que vous m'en écrivez, et vous ai plainte de n'avoir personne à regarder pendant qu'il me louait si bien. Je voudrais au moins avoir été derrière la tapisserie. Je vous remercie, ma bonne, de toutes les honnêtetés que vous avez faites à la brosse. C'est une belle chose qu'une vieille lettre. Il y a longtemps que je les trouve encore pires que les vieilles gens. Tout ce qui est dedans est une vraie radoterie. Vous êtes bien en peine de ce rhume. Ce fut aussi dans cette lettre-là que je voulus vous en parler. Il est vrai que j'aime votre fille, mais vous êtes une friponne de me parler de jalousie. Il n'y a ni en vous ni en moi de quoi le pouvoir composer. C'est une imperfection
dont vous n'êtes point capable. Et je ne vous en donne non plus de sujet que Monsieur de Grignan. Hélas, quand on trouve en son cœur toute préférence et que rien n'est en comparaison, de quoi pourrait-on donner de la jalousie à la jalousie même? Ne parlons point de cette passion, je la déteste. Quoiqu'elle vienne d'un fond adorable, les effets en sont trop cruels et trop haïssables. Je vous prie, ma bonne, de ne point faire des songes si tristes de moi. Cela vous émeut et vous trouble. Hélas, ma bonne, je suis persuadée que vous n'êtes que trop vive et trop sensible sur ma vie et sur ma santé. Vous l'avez toujours été. Et je vous conjure aussi, comme je l'ai toujours fait, de n'en être point en peine. J'ai une santé au-dessus de toutes les craintes ordinaires. Je vivrai pour vous aimer. Et j'abandonne ma vie à cette occupation, et à toute la joie et à toutes les douleurs, à tous les agréments et à toutes les mortelles inquiétudes, et enfin à tous les sentiments que cette passion me pourra donner. Je vous enverrai des mémoires pour la fondation. Vous avez raison de ne la point encore prendre légèrement. Je vous remercie du soin que vous aurez de cela. Madame de Vermeil a été très mal à Verneuil de sa néphrétique. Elle est accouchée d'un enfant que l'on a nommé Pierre, car ce n'est pas Pierrot, tant il était gros. Faites-lui des compliments par l'abbé. Mon royaume commence à n'être plus de ce monde. Nous trouvâmes l'autre jour aux Tuileries Madame d'Aumont et Madame de Vautendour. La première nous parut d'une incivilité parfaite en répondant comme une reine aux compliments que nous lui faisions sur sa couche et lui disant que nous avions été à sa porte. Pour l'autre, elle nous parut d'une sottise si complète que je plaignis Monsieur de Ventadour et je trouvais que c'était lui qui était mal marié. Que toutes les jeunes femmes sont sottes, plus ou moins. Je n'en connais qu'une au monde, et bon Dieu, qu'elle est loin. Je me jette à corps perdu dans les bagatelles. Tendrement, je ne finis point pour me dissiper. J'ai vu Gasset, j'ai dîné avec lui chez Madame d'Arpajon. J'ai pris un plaisir extrême à le faire parler de vous. Il m'a dit que Monsieur de Grignan lui avait parlé d'une espèce de grossesse qui commençait à se faire espérer. Il m'a dit que vous étiez belle, gaie, aimable, et que vous m'aimiez, enfin, jusqu'à vos moindres actions. Je me suis tout fait expliquer. Au reste, ma bonne, vous n'êtes pas seule qui aimez votre mère. Madame de Soubise écrit ici des lettres qui surpassent sa capacité ordinaire. Elle sait que Madame de la Troche a eu soin de divertir et de consoler sa mère. Elle l'en a remercié par une lettre d'une manière qui m'a surprise. Madame de Rohan m'a bien fait souvenir d'une partie de mes douleurs dans la séparation de sa fille. Elle croit qu'elle est grosse. C'est un paquet bien commode dans un voyage de la cour. Mais ma bonne, pourquoi avez-vous été à Marseille? Monsieur de Marseille m'en dit ici qu'il y a de la petite vérole. Puis-je avoir un moment de repos, que je ne sache comme vous vous emportez? De plus, on vous aura tiré du canon, qui vous aura ému. Cela est très dangereux. On dit que de Biais a couché à l'autre jour d'un coup de pistolet et qu'on tira dans la rue. Vous aurez été dans des galères, vous aurez passé sur des petits ponts, le pied peut vous avoir glissé, vous serez tombé. Voilà les horreurs de la séparation. On est à la merci de toutes ces pensées. On peut croire sans folie que tout ce qui est possible peut arriver. Toutes les tristesses des tempéraments sont des pressentiments. Tous les songes sont des présages. Toutes les prévoyances sont des avertissements. Enfin, c'est une douleur sans fin. Je ne suis point encore partie, hélas. Ma chère, vous vous moquez. Je ne suis qu'à 200 lieues de vous. Je partirai entre ici et la Pentecôte. Je la passerai ou à Chartres ou à Malicorne, mais sûrement point à Paris. Je serais partie plus tôt, mais mon fils m'a arrêté pour savoir s'il viendrait avec moi. Enfin, il y vient, et nous attendons les chevaux qu'il fait venir de Lorraine. Ils arriveront aujourd'hui, et je pars la semaine qui vient. Vous êtes aimable d'entrer comme vous vous faites dans la tristesse de mon voyage.
Elle ne sera pas médiocre de l'esprit dont je suis. Vous voudriez quitter votre splendeur pour être une simple bergère auprès de moi dans mes grandes allées? Hélas, je le crois pour quelques heures seulement. Vous pouvez penser combien de souvenirs de vous entre la mousse et moi, et combien de millions de choses nous en ferons souvenir, sans compter cette pensée habituelle qui ne me quitte jamais. Il est vrai que je n'aurai point Hébert. J'en suis fâchée, mais il faut se résoudre à tout. Il est revenu de Chantilly, il est désespéré de la mort de Vatel. Il y perd beaucoup. Gourville l'a mis à l'hôtel de Condé pour faire cette petite charge dont je vous ai parlé. Monsieur de la Rochefoucauld dit qu'il prend des lésions avec Hébert, dont la pensée que c'est un homme qui commence une grande fortune. À cela, je lui réponds que mes laquais ne sont pas si heureux que les siens. Ce duc vous aime et m'a assuré qu'il ne vous renverrait point votre lettre toute cachetée. Madame de Lafayette me prie toujours de vous dire 1000 choses pour elle. Je ne sais si je ne m'en acquitte bien. Ne m'écrivez qu'autant que cela ne fera point de mal à votre santé et que cela soit toujours à l'état où vous êtes. Répondez moins à mes lettres et me parlez de vous. Plus je serai en Bretagne, plus j'aurai besoin de cette consolation. Ne m'expiédiez point là-dessus, et si vous ne le pouvez, faites écrire la petite Deville et empêchez-la de donner dans la justice de croire et dans les respectueux attachements. Qu'elle me parle de vous, et quoi encore? De vous et toujours de vous. Vous êtes plaisante avec vos remerciements. Enfin, vous êtes au point de faire des présents, des gazettes de Hollande, et des lettres que je vous écris. C'est être avide de reconnaissance comme vous l'étiez, il y a 1 an, de désespoir. Ne jetez pas si loin les livres de La Fontaine. Il y a des fables qui vous raviront et des contes qui vous charmeront. La fin des oies de frère Philippe, les Rémois, le petit chien, tout cela est très joli. Il y a que ce qui n'est point de ce style qui est plat. Je voudrais faire une fable qui lui fit entendre combien cela est misérable de forcer son esprit à sortir de son genre, et combien la folie de vouloir chanter sur tous les tons fait une mauvaise musique. Il ne faut point qu'il sorte du talent qu'il a de compter. Brancas est triste à mourir. Sa fille partit hier avec son mari pour le Languedoc, sa femme pour Bourbon. Il est seul, et tellement extravagué que nous ne cessons d'en rire. Madame de Coulanges et moi. Monsieur de Marseille a mandé à l'abbé de Pontcarré que vous étiez grosse. J'ai fait assez longtemps mon devoir de cacher ce malheur, mais enfin l'on se moque de moi. Pour votre coiffure, elle doit ressembler à celle d'un petit garçon. L'arrêt qui est poussé jusqu'au milieu de la tête est tourné jusqu'au-dessus des oreilles. Tout cela est coupé et tourné en grosses boucles qui viennent au-dessus des oreilles. On met un nœud entre le rond et ce coin qui est de chaque côté. Il y a des boucles sur la tête. Cela est jeune et joli. Cela est peigné, quelquefois un peu tapé, bouclé, chiffonné, taponné et toujours selon que cela sied au visage. Madame de Brissac et Madame de Saint-Guérand, qui n'ont pas encore voulu faire couper leurs cheveux, me paraissent mal, tant la mode m'a corrompu. Quand on est bien coiffé de cette manière, on est fort bien. Quoique ce ne soit pas une coiffure réglée, elle l'est pourtant assez pour qu'il n'y ait en point d'autre pour les jours de la plus grande cérémonie. Écrivez à mademoiselle du Guet qu'elle vous envoie une poupée que madame de Coulanges lui a envoyée. Vous verrez par là comme cela se fait. Votre fille embellit tous les jours. Je vous demanderai vendredi sa destinée pour cet été, et il se peut, celle de votre appartement, que jusqu'ici tout le monde admire et que personne ne loue. J'embrasse 1000 fois monsieur de Grignan malgré toutes ces iniquités. Je le conjure au moins que puisqu'il fait les mots, il fasse les médecines. C'est-à-dire qu'il ait un soin extrême de votre santé, qu'il soit le maître là-dessus, comme vous devez être la maîtresse sur tout le reste. Je crains votre voyage de Marseille. Si Bandol est avec vous, faites-lui mes compliments. Guiteau m'a monté votre lettre. Vous écriviez
Vous écrivez délicieusement, on se plaît à les lire comme à se promener dans un beau jardin de Monsieur Darwis. Vous adore. Il est plus loin d'être fâché contre vous que cette épingle qui était à Marseille n'était loin de celle qui était à Vitré. Jugez par là combien il vous aime, car je m'en souviens, cet éloignement nous faisait trembler. Hélas, nous y voilà. Je ne suis point trompée dans ce qu'il me fait souffrir. Mon oncle l'abbé a vu ce matin ce Darwis. Vous pouvez disposer de tout son bien, et c'est pour cela que vous avez très bien fait de lui renvoyer honnêtement sa lettre de crédit. Ma bonne, je vous baise et vous embrasse. Pour ma très chère comtesse. Lettre 12, à Daqueville. Au Rocher, mercredi 17 juin 1671. Je vous écris avec un serment de cœur qui me tue. Je suis incapable d'écrire à d'autres qu'à vous, parce qu'il n'y a que vous qui ayez la bonté d'entrer dans mes extrêmes tendresses. Enfin, voilà le second ordinaire que je ne reçois point de nouvelles de ma fille. Je tremble depuis la tête jusqu'aux pieds. Je n'ai pas l'usage de raison, je ne dors point, et si je dors, je me réveille avec des sursauts qui sont pires que de ne pas dormir. Je ne puis pas comprendre ce qui empêche que je n'ai des lettres comme j'ai accoutumé. Dubois me parle de mes lettres qu'il envoie très fidèlement, mais il ne m'envoie rien, et ne me donne point de raison de celle de Provence. Mais mon cher monsieur, d'où cela vient-il? Ma fille ne m'écrit-elle plus? Est-elle malade? Me prend-on mes lettres? Car pour les retardements de la poste, cela ne pourrait pas faire un tel désordre. Ah, mon Dieu, que je suis malheureuse de n'avoir personne avec qui pleurer. J'aurai cette consolation avec vous, et toute votre sagesse ne m'empêcherait pas de vous faire venir toute ma folie. Mais n'ai-je pas raison d'être en peine? Soulagez donc mon inquiétude et courez dans les lieux où ma fille écrit, afin que je sache au moins comme elle se porte. Je m'accommoderais mieux de voir qu'elle écrit à d'autres que de l'inquiétude où je suis de sa santé. Enfin, je n'ai pas reçu de ses lettres depuis le 5e de ce mois. Elles étaient du 23 et 26 mai. Voilà donc 12 jours et 2 ordinaires de poste. Mon cher monsieur, faites-moi promptement réponse. L'état où je suis vous ferait pitié. Écrivez un peu mieux, j'ai peine à lire vos lettres. Et j'en meurs d'envie. Je ne réponds point à toutes vos nouvelles, je suis incapable de tout. Mon fils est revenu de Rennes, il a dépensé 400 francs en 3 jours. La pluie est continuelle, mais tous ces chagrins seraient légers si j'avais des lettres de Provence. Ayez pitié de moi. Courez à la poste, apprenez ce qui m'empêche d'en avoir comme à l'ordinaire. Je n'écris à personne et je serais honteuse de vous faire voir tant de faiblesse si je ne connaissais vos extrêmes bontés. Le gros abbé se plaint de moi. Il dit qu'il n'a reçu qu'une de mes lettres. Je lui ai écrit 2 fois. Dites-lui que je l'aime toujours. Lettre 13 à Madame de Grignan. Au Rocher, dimanche 21 juin 1671. Réponse au 30 mai et au 2 juin. Enfin, ma bonne, je respire à mon aise. Je fais un soupir comme Monsieur de la Souche. Mon cœur est soulagé d'une presse et d'un saisissement qui, en vérité, ne me donnaient aucun repos. Bon Dieu, que n'ai-je point souffert pendant 2 ordinaires que je n'ai point eu de vos lettres? Elles sont nécessaires à ma vie. Ce n'est point une façon de parler, c'est une très grande vérité. Enfin, ma chère enfant, je vous avoue que je n'en pouvais plus. Et j'étais si fort en peine de votre santé que j'étais réduite à souhaiter que vous eussiez écrit à tout le monde hormis à moi. Je m'accommodais mieux d'avoir été un peu retardée dans votre souvenir que de porter l'épouvantable inquiétude que j'avais pour votre santé. Je ne trouvais de consolation qu'à me plaindre à notre cher Agueville, qui, avec toute sa bonne tête, encore plus que personne dans la tendresse infinie que j'ai pour vous, je ne sais si c'est par celle qu'il a pour vous ou par celle qu'il a pour moi, ou pour toutes les deux, mais enfin, il comprend très bien tous mes sentiments. Cela me donne un grand attachement pour lui. Je me repens de vous avoir écrit mes douleurs. Elles vous donneront de la peine quand je n'en aurai plus. Voilà le malheur d'être éloigné. Hélas, il n'est pas seul. Mais savez-vous bien ce qu'elles étaient devenues, ces chères lettres que j'attends et que je reçois avec tant de joie?
On avait pris la peine de les envoyer à Rennes parce que mon fils y a été. Ces faussetés qu'on dit toujours ici, sur toute chose, s'étaient répandues jusque-là. Vous pouvez penser si j'ai fait un beau sabbat à la poste. Vous me demandez des choses admirables de vos cérémonies de la fête Dieu. Elles sont tellement profanes que je ne comprends pas comment votre saint archevêque les veut souffrir. Il est vrai qu'il est italien et cette mode vient de son pays. J'en réjouirai ce soir le bonhomme Coetken qui vient souper avec moi. Je suis encore plus contente du reste de vos lettres. Enfin, ma pauvre bonne, vous êtes belle. Comment je vous reconnaîtrai donc entre 8 ou 10 femmes sans m'y tromper? Quoique vous n'y êtes point pâle, maigre, abattue comme la princesse Olympie. Quoi, vous n'êtes point malade à mourir comme je vous ai vu? Ah, ma bonne, je suis trop heureuse. Au nom de Dieu, amusez-vous, appliquez-vous à vous bien conserver. Songez que vous ne pouvez rien faire dont je vous sois si sensiblement obligée. C'est à Monsieur de Grignan à vous dire la même chose et à vous aider dans cette occupation. C'est un garçon que vous êtes grosse, je vous en réponds. Cela doit augmenter ses soins. Je vous remercie de vous habiller. Vous souvient-il combien vous nous avez fatigués avec ce méchant manteau noir? Cette négligence était d'une honnête femme. Monsieur de Grignan vous en peut remercier, mais elle était bien ennuyeuse pour les spectateurs. C'était une belle chose, cela me semble, que d'avoir fait brûler les tours blonds et retailler les mouchoirs. Pour les jupes courtes, vous aurez quelques peines à les rallonger. Cette mode vient jusqu'à nous, nos demoiselles de Vitré, dont l'une s'appelle de Bonnefoy, mademoiselle de Crocoison, et l'autre, mademoiselle de Kerbogne. Les portent au-dessus de la cheville du pied. Ces noms me réjouissent. J'appelle la Plessis, mademoiselle de Kerlouche. Pour vous qui êtes une reine, vous donnerez assurément le bon air à votre Provence. Pour moi, je ne puis rien faire que de m'en réjouir ici. Ce que vous me mandez sur ce que vous êtes pour les honneurs est extrêmement plaisant. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que vous écriviez à notre abbé. Nous ne pouvons, avec de telles nouvelles, nous ôter tout à fait l'espérance de notre retour. Quand j'irai en Provence, je vous tenterai de revenir avec moi et chez moi. Vous serez las d'être honoré, vous répondrez goût à d'autres sortes d'honneurs et de louanges et d'admiration. Vous n'y perdrez rien. Il ne faudra seulement que changer de ton. Enfin, nous verrons en ce temps-là. En attendant, je trouve que les moindres ressources des maisons comme la vôtre sont considérables. Si vous vendez votre terre, songez bien comme vous en emploierez l'argent. Ce sont des coups de partie. Nous en avons vendu une petite où il ne venait que du blé, dont la vente me fait un fort grand plaisir et m'augmente mon revenu. Si vous rendez M. de Grignan capable d'entrer dans vos bons sentiments, vous pourrez vous vanter d'avoir fait un miracle qui n'était réservé qu'à vous. Mon fils est encore un peu loin d'entrer sur cela dans mes pensées. Il est vrai qu'il est jeune, mais ce qui est fâcheux, c'est que quand on gâte ses affaires, on passe le reste de sa vie à les rhapsauder, et on n'a jamais ni de repos, ni d'abondance. J'avais fort envie de savoir quel temps vous aviez en votre Provence, et comme vous vous accommodiez des punaises. Vous m'apprenez ce que j'avais de saint de vous demander. Pour nous, depuis 3 semaines, nous avons eu des pluies continuelles. Au lieu de dire « après la pluie vient le beau temps », nous disions « après la pluie vient la pluie ». Tous nos ouvriers ont été dispersés. Pilois en était retiré chez lui. Et au lieu de m'adresser votre lettre au pied d'un arbre, vous auriez pu me l'adresser au coin du feu, ou dans le cabinet de notre abbé, à qui j'ai plus que jamais des obligations infinies. Nous avons ici beaucoup d'affaires. Nous ne savons encore si nous fuirons les États ou si nous les affronterons. Ce qui est certain, ma bonne, et dont je crois que vous ne douterez pas, c'est que nous sommes bien loin d'oublier cette pauvre exilée. Hélas, qu'elle nous est chère et précieuse. Nous en parlons très souvent. Mais quoique j'en parle beaucoup, j'y pense encore 1000 fois davantage. Et jour et nuit, et en me promenant, car on a toujours quelques heures, et quand il me semble que je n'y pense plus, et toujours et à toute heure et à tout propos,
et en parlant d'autre chose, et enfin comme on devrait penser à Dieu si l'on était véritablement touché par son amour. Alors la lettre n'est pas terminée, mais c'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir et je terminerai la lettre dans une prochaine émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment et je vous retrouve très vite pour la suite. Bonne soirée.